Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Déjà paru. Environnement, collection dirigée par Maryvonne Bidigwell. Ouvrir une collection environnement en sciences sociales est un défi dans la mesure où chacun met sous ce vocable un contenu différent. Il existe pourtant un droit de l'environnement et des programmes de recherche qui s'adressent à des économistes, des sociologues, des politiques, des historiens, des ethnologues. Ce champ de réflexion traverse en fait l'ensemble des disciplines de sciences et fédère des objectifs plutôt qu'il ne fonde un nouvel objet. Cette situation engendre une grande dispersion des travaux et freine leur diffusion. Cette collection voudrait y pallier par la publication d'une part de dossiers présentant des recherches approfondies, d'autre part d'ouvrages de portée plus générale destinés à un plus large public. Déjà paru. Yamada Fumi, la gestion des déchets ménagers d'Antananarivo. La dichotomie entre la haute ville et les bas quartiers, 2020. SCHNEIDERMAUNOURY Grégory. La responsabilité environnementale, 1999. Kergoat Michel, Libéralisme et protection de l'environnement, 1999. MOORSTAHL Josiane, L'exception écologique russe, 1998. TEISSIERENSTINGERA, SAJALOLIB DIR, Radioscopie des mares, 1997. Le Kenpe, dans les coulisses de Greenpeace, 1997. Bodigel Monsieur Dir, Le littoral, entre nature et politique, 1997. Viardot Éric, L'environnement dans l'entreprise, 1997. Jolivet Marcel, Vers un rural post-industriel, 1997. Bodigel Monsieur Dir, La qualité des eaux dans l'Union européenne, 1996. Glaser, Agriculture et environnement. Le développement durable à travers l'écologie humaine, 1996. Kabbalah MD, Protection des écosystèmes et développement des sociétés. État d'urgence en Afrique, 1994. Komolea, L'évaluation et la comptabilisation du patrimoine naturel. Définition, méthode et pratique, 1994. Du même auteur. La gestion de l'intégration des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels, déterminants et modèles d'une croissance verte, L'Harmattan 2017. Épigraphe. Le défi auquel la planète est confrontée peut être formulé de façon simple. Pour atteindre la durabilité, l'humanité doit augmenter la consommation des populations pauvres tout en réduisant son empreinte écologique totale. Cela requiert des avancées technologiques et institutionnelles, un changement d'attitude de la part de chacun et des planifications à plus longue échéance. Denis Meadows et compagnie, 2017. Dédicace. À tous ceux qui vivent dans l'espoir de voir la République démocratique du Congo sortir de la sphère de destruction des écosystèmes naturels et se mettre sur le chemin de l'écoéconomie. Préface. L'ouvrage du professeur Daniel Mulendalomemamamba, intitulé Gouvernance verte et émergence économique en République démocratique du Congo, soulève bien plusieurs concepts actuellement en vogue, particulièrement dans les pays parvenus à l'industrialisation ou encore des pays en voie de développement, notamment émergence, gouvernance verte, économie verte, développement durable, émergence verte, etc., dont la signification n'est pas toujours bien maîtrisée par ceux qui les emploient. C'est dans ce sens que revient le mérite du présent ouvrage qui s'efforce de préciser quelques principes relatifs à chacun de ces concepts, du reste abondamment utilisés dans la littérature économique de nos jours. Lorsqu'on se penche sur cet ouvrage, on note que la gouvernance verte, en se fondant sur le développement des chaînes de valeur dans toutes les filières de l'économie et sur la régénération des ressources, est susceptible de contribuer à l'émergence économique verte de la RD Congo. La croissance enrichissante qui pourrait en résulter garantirait la réduction des inégalités sociales par la création de plusieurs emplois rémunérateurs. On peut alors tirer un trait sur l'économie libérale prédatrice qui explique pourquoi depuis son indépendance en 1960, la RD Congo ne parvient pas à changer le modèle de développement extraverti hérité de la colonisation de façon à créer une économie endogène,
en intégrant la transformation des matières premières sur le territoire national. Les principes du développement durable et ceux de l'économie verte tombent, à point nommé, pour permettre la mise en œuvre d'une gouvernance verte au service de l'émergence économique. Dans la première partie de son ouvrage, l'auteur expose les théories sur la gouvernance verte et l'émergence économique, ainsi que les expériences de l'émergence économique des pays du groupe BRICS. L'auteur retient que malgré la spécificité de chaque cas, la pratique de l'émergence repose sur quelques convergences, notamment l'engagement du peuple dans une discipline d'un travail dur et bien fait, en s'appuyant sur le développement des sciences, des technologies et du commerce. Il rappelle en outre que la mauvaise qualité de la croissance économique constitue aussi un trait caractéristique des économies émergentes, un aspect qui contrarie la philosophie verte. Dans la deuxième partie, l'auteur élabore un diagnostic de l'économie congolaise à travers lequel il met en exergue le caractère non durable des politiques publiques menées et la précarité des modes de production en vigueur, particulièrement dans le secteur d'exploitation des ressources naturelles, et relève, en outre, les contraintes qui pèsent sur le développement de la RD Congo, notamment le développement de l'informel, les déficits de l'énergie, du transport, de l'intermédiation financière et la mauvaise gouvernance environnementale. Il a aussi clarifié la nécessité d'organiser le redressement de l'économie, sur base d'un modèle de gouvernance verte, dont la philosophie devrait aider à orienter l'économie vers un développement durable. C'est le contenu de la troisième partie, qui comprend en plus les détails des préalables d'ordre qualitatif et quantitatif à l'émergence verte de l'économie congolaise. Dans cette période de l'histoire de l'humanité marquée par la pandémie de la Covid-19, où l'homme cherche des voies sûres de lutte contre la pauvreté et des stratégies garantissant un développement propre en atténuant le réchauffement climatique, l'ouvrage du professeur Daniel Lomemaemamba apporte un éclairage sur la manière d'organiser la production et la distribution des richesses, en vue de concilier les intérêts de toutes les parties prenantes et d'éviter d'accroître le nombre des laissés pour compte. Il s'agit ici d'une économie politique de la croissance durable, dans laquelle l'économie verte jouerait un rôle déterminant dans l'émergence économique en RD Congo. En effet, l'auteur précise que le développement n'est pas un fait du hasard et l'émergence économique non plus, et qu'à ce titre, nous devons organiser une façon cohérente de produire, d'accumuler et de répartir la richesse dans notre pays, sur base d'un plan d'émergence cohérent et compatible avec les contextes local et international. La richesse et l'actualité contenues dans l'ouvrage du professeur Daniel Lomemaemamba nous poussent à le recommander au public, en général et aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et aux décideurs en particulier. Professeur TIKER. Avant-propos. Partout à travers le monde, l'on assiste à une forme de réveil des pays pauvres, dont la majorité aspire à l'émergence économique. La République démocratique du Congo n'est pas en reste, elle dont les dirigeants en ont même fixé l'horizon, l'année 2030. Empêtré dans de cruelles inversions, le pays est aujourd'hui loin du compte, souligne Kabeya TSHIKUKU, qui précise par ailleurs que le sous-développement y fait son chemin, y creuse chaque jour son sinistre sillon de misère et de désespoir. La croissance économique, si jamais elle ne vient au rendez-vous, est une croissance appauvrissante qui n'arrête pas le rétrécissement du marché intérieur congolais. Au contraire, les indices croisés tendent à faire croire qu'elle l'aggrave, sans doute moins que le fait de la diminution du PIB. Ces caractéristiques du sous-développement de l'économie congolaise risqueraient d'être amplifiées par la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, les effets du réchauffement climatique et de la globalisation. Dans ce contexte pluriel, les expériences des pays émergents constituent le socle d'où résultera une lumière, à la fois théorique et pratique, qui éclairera mieux les exercices d'émancipation socio-économique que la RD Congo est appelée à engager. Il s'agit d'un apprentissage dialectique pour les dirigeants et les scientifiques animés par le souci d'agir autrement, pour apporter des réponses aux problèmes de la pauvreté et de la destruction des écosystèmes naturels. Comme le souligne Pierre EDORH, nous engageons la nation dans une gouvernance multidimensionnelle, celle qui est capable de prévoir les problèmes économiques et les risques avant leur survenance. C'est une gouvernance aux aguets, agissant en amont des difficultés,
car il ne s'agira plus de stabiliser le cadre macroéconomique uniquement par la réduction du train de vie de l'État, sans créer les emplois, comme cela a été le cas ces dernières années, mais plutôt d'agir sur plusieurs fronts à la fois, en privilégiant la production d'une croissance enrichissante. L'objectif étant de parvenir à impulser le développement par la base, en exploitant les opportunités offertes par l'environnement local, en remettant les paysans dans les réseaux commerciaux. Le renforcement de l'éthique fera que les régulations de l'activité économique soient appliquées, afin non seulement d'imposer la durabilité dans les stratégies des acteurs, mais aussi de rétablir l'équité au passage des frontières concernant les variables quantité, qualité et prix des biens. La compétitivité de l'industrie locale, ne pouvant être assurée autrement. Ainsi, la gouvernance verte proposée pourrait faciliter la diversification de l'économie congolaise et la réalisation d'une économie endogène et d'une croissance enrichissante en RD Congo. Ainsi, les lecteurs sont conviés à se familiariser avec le nouveau modèle économique, l'économie verte, qui vient à la rescousse de l'économie libérale qui n'a pas pu atteindre sa cible, le bonheur pour tous. Nous adressons nos remerciements au professeur Martin Fortuné MUKENDJIMBANDAKULU et à l'honorable docteur Jean-Marcel MPETSHI, qui ont accepté de lire nos manuscrits, et au professeur TIKER pour avoir corrigé notre manuscrit et préfacé le présent ouvrage. Que nos assistants trouvent ici l'expression de notre gratitude pour les travaux de secrétariat et de compilation des données qu'ils ont accomplis avec dévouement. Daniel MULENDALOMENA, EMAMBA. Liste des sigles et abréviations. Liste des tableaux et illustrations. Figure numéro 1.1. Chaîne de valeur dans l'agriculture intelligente. Figure numéro 1.2. Chaîne de valeur dans l'éco-industrie. Figure numéro 1.3. Courbe environnementale de Kuznets. Figure numéro 2.1. Carte administrative de la Chine. Figure numéro 2.2. Déterminant du modèle économique chinois. Figure numéro 2.3. Carte administrative de l'Afrique du Sud. Figure numéro 2.4. Carte administrative de l'Inde. Figure numéro 2.5. Carte administrative de la Russie. Figure numéro 2.6. Carte administrative du Brésil. Tableau 3.1. Evolution de la croissance économique de 1989 à 2016. Tableau numéro 3.2. Contribution de différents secteurs à la croissance économique, en point de croissance. Graphique numéro 3.1. Indice de développement humain, IDH. Graphique numéro 3.2. Niveau de pauvreté par milieu de résidence entre 2005 et 2012. Tableau N-3.3. Quelques caractéristiques des contrats miniers. Tableau numéro 3.4. Structure des emplois par secteur d'activité. Tableau numéro 4.1. Structure du CA, de la production et de la VA en % de la valeur par secteur. Branche d'activité et milieu de résidence pour le secteur informel. Figure numéro 6.1. Les 4 phases de l'émergence de l'économie congolaise. Encadré numéro 1. Les conséquences du modèle économie verte sur le management de l'entreprise. Figure numéro 6.2. Chaîne de valeur dans le secteur du tourisme durable. Encadré numéro 2. Les tâches de l'État stratège. Tableau numéro 6.1. Taux de croissance optimal pour l'émergence de la RD Congo d'ici 2030. Introduction. Nonobstant le cri d'alarme lancé par le GIEC concernant les menaces du réchauffement climatique sur l'équilibre écologique et la survie de notre civilisation du pétrole, plus de 94% des besoins en énergie sont satisfaits par le bois en RD Congo, et par voie de conséquence, la déforestation suit son cours normal, avec l'épuisement d'essences utiles dans la forêt de Mayombe, exposée de nos jours aux aléas de l'exploitation artisanale après la fermeture de toutes les exploitations forestières industrielles. En outre, toutes les entreprises et les ménages qui le peuvent sont équipés des groupes électrogènes pour pallier les délestages de la SNEL. Malgré le fait que la RD Congo est un scandale géologique,
Ce pays n'est ni émergent, ni à revenu intermédiaire, mais plutôt un pays parmi les pays les moins avancés du monde. Les caractéristiques de son économie en disent mieux. Intermédiation financière embryonnaire, faible densité de routes au kilomètre 2 et baisse drastique de la production locale, absence d'innovation, faible animation des initiatives de développement à la base, croissance économique fragile dépendant du secteur minier, pauvreté endémique, déficit énergétique, etc. Cette déconfiture est le fruit d'un style de management dit management de sous-développement, d'une navigation à vue soutenant un système prédateur qui prévaut depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à nos jours. En effet, quel que soit le niveau des ressources mises en couvre et des opportunités offertes par le marché, si le leadership ne dispose d'aucune vision du progrès et qu'il est à la fois sous-formé et sous-informé, il sera incapable de mettre en place des approches innovantes et des changements stratégiques requis par la dynamique concurrentielle dans un monde globalisé, car la qualité des ressources humaines constitue la variable fondamentale dans la réalisation du progrès, du fait que c'est l'homme qui assure la combinaison des moyens disponibles. Le développement n'est-il pas essentiellement la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population, rendant celle-ci apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global? Le fait que le gouvernement congolais ait annoncé l'émergence de son économie à l'horizon 2030 soulève plusieurs interrogations. Est-ce une prise de conscience du retard que connaît la nation sur le plan économique ou alors un effet d'annonce comme le fait tout le monde simplement? Nous nous posons en plus la question de savoir si l'après-Covid-19 sera facile pour la RD Congo. Tout en souhaitant garder l'optimisme, car la population de la RD Congo n'est pas condamnée à la précarité, ni au recyclage continuel de sa pauvreté, nous considérons que l'animation du débat autour de l'émergence économique de notre pays est une question importante. Il ne faudrait surtout pas s'emballer sans fixer les esprits sur le fait que la situation socio-économique, que déplore notre génération, résulte du cumul d'irrationalité dans les choix économiques, et des rigidités comportementales qui, somme toute, n'auraient jamais fait de l'émergence économique de la RD Congo une priorité. Faut-il rappeler que ceux des pays ou des entreprises qui accroissent leur richesse utilisent des approches qui créent des conditions d'accumulation des progrès, à travers l'innovation et la compétitivité, tandis que ceux qui recyclent la pauvreté opèrent sur base de la prédation que notre pays a connue depuis son existence en tant que nation libre. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de souligner que le management qui nous gouverne, du berceau à la tombe, demeure le socle de tout développement. En outre, lorsque de nos jours, on s'engage dans la recherche du bonheur pour les populations, il est nécessaire de considérer d'importantes interactions existant entre certains concepts. La biodiversité qui est une source des richesses, l'éducation, un vecteur d'innovation, et la culture d'un peuple, source d'énergie ou d'inertie susceptible de déterminer le style de management en vigueur. Ainsi, notre préoccupation est double dans le présent ouvrage. D'une part, analyser la qualité de la croissance réalisée par la RD Congo de 2002 à 2016 et d'autre part, proposer un programme d'émergence économique du pays fondé sur la gouvernance verte. Nous croyons ainsi répondre à la crise éthico-économique, qui a causé la faillite de l'État et l'implantation d'un système anti-modèle dominé par un secteur informel précaire et un capitalisme sauvage à visage inhumain. Il s'agit de mettre en œuvre un modèle de développement approprié au contexte local et mondial, capable de produire suffisamment d'emplois et de richesses destinés aux populations locales, tout en ralentissant au minimum l'exportation de la valeur ajoutée. C'est cela la gouvernance verte. Car il est temps d'admettre que la vision néoclassique du capitalisme n'offre aucune solution aux problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés, bien qu'ayant certes permis de produire des progrès technologiques stupéfiants et d'immenses accumulations de richesses. Nous devrons par conséquent renoncer à croire aveuglément dans le pouvoir du marché axé sur le profit personnel, et reconnaître que les problèmes d'inégalité, de pauvreté et de destruction des écosystèmes naturels ne seront pas résolus par le fonctionnement naturel de l'économie telle qu'elle est structurée par le libre-échange. Au contraire, les difficultés ne feront que s'aggraver à grande vitesse. C'est pourquoi nous avons choisi d'exposer à travers le présent ouvrage
quelques principes de la gouvernance verte comme un complément aux mesures préconisées par la Conférence économique de 2014 ainsi que les recommandations formulées par le Conseil économique et social en 2016. L'on devrait ainsi être capable de faire face aux défis majeurs de notre temps, qui donnent du fil à retordre aux dirigeants et aux habitants de notre planète Terre, au rang desquels nous citons le terrorisme, les migrations clandestines, la famine, le réchauffement climatique, la pollution et la destruction des écosystèmes naturels, et tout récemment, la Covid-19, etc. Le présent ouvrage comprend 3 parties totalisant 6 chapitres. La première partie comprend 2 chapitres. Nous exposons dans le premier chapitre les théories sur la gouvernance verte et l'émergence économique, tandis que dans le deuxième chapitre, nous présentons les expériences de l'émergence des pays du groupe BRICS. La deuxième partie se concentre sur le diagnostic de l'économie congolaise. Elle comprend aussi 2 chapitres. Le troisième chapitre, qui analyse l'évolution de la croissance économique en RD Congo de 2002 à 2016, et le quatrième chapitre énumère les contraintes qui pèsent sur l'engagement du processus de l'émergence de l'économie congolaise. Et enfin, la troisième partie intitulée Gouvernance verte au service de l'émergence économique en RD Congo comprend aussi 2 chapitres. Le 5e chapitre expose la gouvernance verte en RD Congo, tandis que le 6e chapitre traite de la problématique de l'émergence verte de l'économie en RD Congo. Première partie, théorie sur la gouvernance verte et l'émergence économique. Nous savons qu'il existe des interactions entre certains concepts, notamment la croissance économique et le réchauffement climatique, la pauvreté et l'émergence économique, le développement durable et l'économie verte. Leurs frontières sont de fois difficiles à cerner, et leur compréhension pousse à l'analyse empirique. C'est pourquoi la première partie de notre travail, cherchant à rencontrer cette préoccupation, aborde les questions théoriques et pratiques en même temps. La première partie comprend 2 chapitres. Le premier chapitre intitulé Croissance, réchauffement climatique et émergence économique présente les interactions entre la croissance et le réchauffement climatique, la pensée économique du XXe siècle, l'économie verte et le développement des chaînes de valeur, ainsi que la problématique de l'émergence économique. Le deuxième chapitre analyse les modèles d'émergence économique de 5 pays faisant partie du groupe BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la République sud-africaine. L'intérêt de notre approche est d'aider à l'intelligibilité de l'opérationnalisation de l'émergence de l'économie congolaise, reprise à la 3e partie du présent ouvrage, en reportant sur le modèle de la RD Congo les points forts, sans toutefois reprendre les points faibles de différents modèles analysés. Chapitre 1 Croissance, RECHAUFFEMENT, climatique et émergence, économie. 1.1 Croissance économique et RECHAUFFEMENT climatique dans le contexte international. 1.1.1 Quelle interaction? Parler de la croissance économique et du réchauffement climatique, 2 concepts qui interagissent efficacement, c'est chercher à indiquer la voie qui peut conduire à une croissance enrichissante, moins gourmande en carbone, et dont les effets positifs pourraient être ressentis par toutes les couches de la population. Il s'agit d'organiser les activités économiques dans une vision d'équité, à la fois spatiale, intra- et intergénérationnelle. Comment le monde, en général, et la RD Congo en particulier peuvent-ils y parvenir? Cela reste la principale question à laquelle nous cherchons à répondre tout au long du présent chapitre. En effet, depuis Adam Smith, la recherche d'une croissance infinie était envisagée sereinement. Parce qu'elle n'était pas maîtrisée, elle a fait peser un risque environnemental remarquable sur la planète. Ainsi, le Club de Paris l'ayant contesté depuis 1970, a mis le développement humain durable au devant de la scène, d'abord dans les institutions internationales, et après, dans tous les programmes qui recherchent l'amélioration des conditions de vie des populations. Avec la formulation dans les années 1980 des concepts développement durable et croissance soutenable, popularisés dans le sommet de Rio en 1992, une nouvelle étape est franchie. Désormais, croissance et environnement se rejoignent dans la pratique. C'est pourquoi nous présentons dans le présent chapitre une analyse de la dite corrélation à travers l'état des lieux, la pensée économique,
la gouvernance verte et le développement des chaînes de valeur, ainsi que les autres principes de la gouvernance verte. 1.1.2 État des lieux. L'ordre économique mondial international piloté par les USA, fondé sur le libre-échange, le multilatéralisme, la protection de la biodiversité et la paix à travers le monde, souffre actuellement de 2 dysfonctionnements majeurs, à savoir la dénonciation du multilatéralisme par les États-Unis qui enlève le pouvoir réel aux institutions internationales, particulièrement l'OMS, l'OMC et l'ONU, et la mauvaise pratique du libéralisme qui n'a pas permis à cette idéologie d'atteindre sa cible, soit le bonheur pour tous, et ce, malgré des progrès technologiques qui ont conduit le monde au seuil de la 4e révolution industrielle. L'histoire des phases de la révolution industrielle dans le monde est très révélatrice. Dans la première révolution industrielle, l'eau et la vapeur ont permis de mécaniser la production. La deuxième révolution industrielle a exploité l'énergie électrique pour booster la production de masse et la troisième révolution industrielle s'est appuyée sur l'électronique et les technologies de l'information pour automatiser la production, tandis que la 4e révolution industrielle préconise la révolution numérique et l'intelligence artificielle qui accélère l'entrée des robots dans les processus de production, et le développement de leurs capacités qui bouleversent en profondeur les stratégies, les structures et les compétences humaines requises. La révélation que cachent ces phases, surtout la dernière, est qu'aujourd'hui, des milliards de gens bénéficient de perspectives illimitées grâce aux appareils mobiles connectés, dont la puissance de traitement, la capacité de stockage et l'accès au savoir sont sans précédent. Ces perspectives sont encore multipliées par l'émergence de technologies novatrices dans les domaines de l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression 3D, la nanotechnologie, la biotechnologie, la science des matériaux, le stockage de l'énergie et l'informatique quantique. Il est intéressant de chercher à savoir à quel niveau se situe la RD Congo dans la maîtrise de toutes ces technologies. Par ailleurs, englouti dans ses propres contradictions que Jean-Luc Buchalet appelle les 7 péchés capitaux du capitalisme, notamment l'orgueil, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, la luxure, le modèle de la société industrielle libérale a mis le monde en flammes. Les contestations généralisées, qui n'épargnent aucun continent, et des défis majeurs qui donnent du fil à retordre aux dirigeants et aux habitants de notre planète Terre, parmi lesquels nous citons le terrorisme, les migrations clandestines, la famine, le réchauffement climatique, l'éclatement des chaînes de valeur sur l'espace-monde avec comme conséquence l'existence des industries sans usines, indique que nous vivons la fin du capitalisme conçu sans la société ni homme, et dont les défis frappent exceptionnellement les pays sous-développés dépourvus des moyens d'adaptation. Cela appelle de nouvelles règles d'organisation économique, avec comme toile de fond le changement des modes de production, de distribution et de consommation. En d'autres termes, il s'agit aujourd'hui de refonder le libéralisme en éradiquant de son fonctionnement tous les aspects qui réconfortent la prédation des ressources, car le réchauffement climatique paraît être de nos jours le monstre insaisissable, le défi majeur à relever pour garantir le bonheur durable de l'être humain. Selon la Banque mondiale, la surexploitation et la dégradation des ressources naturelles suscitent de graves inquiétudes. 1. La dégradation du sol, un problème universel, affecte davantage l'Asie et l'Afrique. Son coût pourrait atteindre 5% du PIB en Asie et entre 1 à 10% du PIB agricole de plusieurs pays d'Afrique. 2. Alors que ces pertes annuelles constituent déjà un problème en soi, l'effet cumulatif de cette dégradation est alarmant. Par an, la désertification, conséquence directe de ce phénomène, coûterait selon certaines estimations 42 milliards de dollars, au seul titre de la perte de productivité agricole. Ce fléau fait peser le spectre de la famine sur quelques 250 millions de pauvres en raison de la diminution brutale du rendement des récoltes. 3. Au moins 10 à 12 millions d'hectares de terres forestières disparaissent chaque année. 1.1.3 Comment le monde en est-il arrivé là ? La désolation globale que constitue le réchauffement climatique de nos jours mérite que chaque profession décèle dans quelle mesure sa pensée et ses outils d'application auraient contribué à l'aggravation du phénomène. Pour notre part,
Nous savons que l'orientation économique forgée par la pensée dominante, le libre-échange, n'a pas favorisé le maintien des équilibres écologiques, qui du reste, furent stables jusqu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, lorsque les physiocrates et les philosophes des Lumières considéraient la nature comme la seule source des richesses. L'ancrage dans la théorie économique des concepts comme l'homo economicus, la concurrence parfaite, le règne du marché, qui ne pouvaient être vérifiés dans la pratique quotidienne des activités économiques, n'a pas permis au libéralisme d'atteindre son but, le bonheur pour tous. Guidé par la maximisation du profit à court terme, l'économiste est parvenu à opérer une double déconnexion. D'une part entre l'économie réelle et l'économie financière, et d'autre part entre la terre, les calculs et les prévisions économiques, en la considérant comme un facteur libre non limitatif de la croissance. L'avènement du capitalisme industriel a amené les économistes à reléguer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.